Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler des shows de la WWE de la semaine du 2 décembre, le Monday Night Raw du 2 décembre et le SmackDown du 6 décembre. C'est un super catch-up. Et pour aller avec moi, rien d'autre qu'une super partenaire. Je suis avec Letty. Comment ça va, Letty? Salut Raphaël, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Eh ben, ça va bien. Comment ça va depuis Survivor Series là? On continue sur notre lancée. J'espère que vous avez écouté notre review. Mais ben, on continue, hein, on s'arrête pas nous non plus. Et non, on s'arrête pas et on continue très très fort pour une semaine qui a été marquée par des bons moments. Donc écoutez la suite. Voilà, alors, une semaine historique à la WWE. Ah non, pas douter. On a commencé par donc un Monday Night Raw qui avait lieu à Everett, Washington, aux USA, évidemment. Nous étions donc juste après War Games, donc n'hésitez pas à écouter notre résumé avec beaucoup de matchs historiques lors de ces Survivor Series et notamment la victoire de la official OTC Bloodline avec Roman Reigns et ses copains qui ont été aidés par CM Punk et c'est lui, CM Punk, qui arrive sur le ring. C'est lui qui ouvre avec une promo. Il l'avait dit sur les réseaux sociaux qu'il allait ouvrir le show et qu'il allait dire ce qu'il a envie de dire. Il croise du monde en coulisses, hein, toujours il y a ces segments d'arrivée. Il parle un petit peu de son... Il arrive sur le ring, il parle un petit peu au micro, voilà, il se laisse baigner par la foule et il parle de son avenir, hein, voilà, il y a plein de choses qui l'attendent. Il y a le Royal Rumble, il parle de l'Elimination Chamber, et peut-être que c'est cette route-là qui m'intéresse. Clairement, il a l'air intéressé par le main event de WrestleMania, puisqu'on sait que c'est son obsession. Et il est interrompu par Seth Rollins. Seth Rollins qui n'était pas là ce week-end, il a refusé l'invitation de rejoindre cette équipe-là. Et clairement, voilà, il est très très énervé et il dit qu'il aurait dû en finir avec CM Punk il y a des mois de ça quand il l'avait vu face à Drew McIntyre. Enfin, clairement, un Seth Rollins qui est vraiment dans la haine. Hein, il est très très en colère d'avoir vu CM Punk rejoindre l'équipe de Roman Reigns. Donc ça finit même en bagarre en fait. Et Sami Zayn et Jey Uso sont obligés d'intervenir. Sauf que Seth Rollins, il est tellement énervé qu'il va provoquer Jey Uso au micro. Sami Zayn, lui, le répond, le dit ah, calme-toi un peu. Donc Seth Rollins, enfin il y a une vraie, un vrai échange qui se tend entre Sami Zayn et Seth Rollins. Seth Rollins il dit ok, Jey Uso il s'est mis avec Roman Reigns malgré tout ce qui s'est passé, mais c'est la famille, c'est le sang, c'est normal. Mais toi, c'est quoi ton excuse à Sami Zayn d'avoir fait équipe avec Roman Reigns? Donc il y a une vraie tension. Sami Zayn il rappelle, il dit écoute, moi si j'ai choisi CM Punk, c'est parce que toi t'as pas voulu, donc c'est ta faute un peu aussi, t'avais qu'à être là. Et puis il dit si t'es si en colère contre Roman Reigns, n'oublie pas que c'est toi qui l'as créé à l'époque du Shield. Et au final, finalement, ces deux gaillards finissent par se défier pour un match le soir même. Donc Sami Zayn et Seth Rollins sont prêts à en découdre après cette intervention tendue et musclée. Est-ce que tu t'attendais à ça déjà directement juste après Survivor Series là, qu'on parte dans les règlements de compte chez les gagnants finalement, puisque eux, ils ont gagné tout ce petit monde. La victoire est brève, enfin la joie est brève, dis donc, non? Oui, un petit peu. On s'attendait vraiment pas à ça. Alors bon, on avait bien vu qu'il y avait des petites tensions, mais voilà, moi je pensais que plus à un truc qui allait se faire un petit peu dans la longueur, et puis plutôt avec Roman Reigns d'ailleurs. Donc c'était quand même déjà une grosse surprise. On ressort un petit peu du placard la rivalité entre Punk et Rollins, qui est loin d'être terminée, effectivement. Sami Zayn et Jey Uso, forcément, qui rentrent un petit peu dans l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal d'imbriquer un petit peu tout ça et de nous ressortir un petit peu l'histoire, puisque c'est vrai que ce soit la Bloodline ou autre, ou le Shield, un peu plus loin avec Rollins, c'est quand même une histoire qui s'est écrite sur une dizaine d'années maintenant, surtout concentrée sur les 3-4 dernières années pour la Bloodline. Et je trouve que c'est plutôt malin de ressortir un petit peu justement toutes les histoires de c'est toi qui l'as créé en lui claquant une chaise dans le dos il y a 10 ans. Oui, mais toi aussi tu lui as claqué une chaise dans le dos il y a peut-être pas 10 ans, mais c'était il y a pas si longtemps que ça non plus. De jouer là-dessus, c'était vraiment un super démarrage pour une émission à laquelle
effectivement, on s'attendait, on espère toujours un bon démarrage, mais là, c'était vraiment une super ouverture de show. Ah ouais, je suis bien d'accord avec toi. Là, en claquant des doigts, on est déjà reparti sur autre chose, mais tout en... Ah, voilà, il y a une qualité d'écriture sur le long terme qui fait que tout ce qui vient de se passer à Survivor Series a des conséquences. C'est un prolongement de choses qui durent depuis des années. Donc là, on a vraiment des personnages qui sont tous hyper construits. C'est plus l'époque de la WWE où selon si t'étais heel ou face, tu pouvais faire tag team avec quelqu'un avec qui t'avais été en rivalité il y a 6 mois. Là, on a vraiment des reproches, des remords, des critiques, des regrets. Donc c'était assez fort. C'est bien, ouais, tout est bien écrit. Je trouve CM Punk continue de nous expliquer qu'il veut être là sans qu'on sache exactement trop, voilà, si on peut vraiment croire en ce qu'il dit et d'imaginer de redevenir un vainqueur du Rumble ou de WrestleMania. Mais voilà, Seth Rollins se replace. Sami Zayn et Seth Rollins, comme tu dis, cet échange où ils disent ouais, toi aussi tu l'as attaqué dans le dos. Enfin, c'était vrai que ça, c'est les quasiment, j'ai envie de dire, les plus grands moments de ces 15 dernières années dans la WWE, c'est ces moments-là où Roman Reigns a été attaqué par Rollins pour la fin du Shield ou par Sami Zayn. Donc, euh, donc c'est bien vu. On continue de surfer sur tout ça et puis nous envoyer une belle affiche directement ce même soir. C'était quand même, ça nous a léché, je trouve. Mais il est loin, le main event. Il va se passer encore plein de choses. On a parlé aussi de l'issue d'un des matchs de championnat de Survivor Series. Alors malheureusement pour toi, Letty, mais voilà, un Damian Priest, je suis désolé, il n'a pas réussi à battre Gunther. Mais bon, ça s'est pas bien passé, c'était illégal. Voilà, c'est Finn Balor qui est intervenu et du coup en coulisses on voit le Judgment Day qui en discute. Tout le monde a l'air un petit peu sur la retenue vis-à-vis de Finn Balor. Liv Morgan, elle dit, c'est pas trop à quoi ça sert, etc. Et elle dit, toi aussi, voilà, t'as toujours des titres, va falloir les défendre. Finn Balor, il dit que peut-être si vous m'aviez écouté, vous auriez gagné à War Games, là, les filles. Donc, c'est un peu tendu. Mais Finn Balor, il dit, si, quand on m'écoute, on gagne. Hein, quand tout le monde écoute Finn, le Judgment Day wins. Donc, il a l'air de vouloir garder son rôle de mâle dominant dans cette faction. Et un petit peu plus tard, donc on va enchaîner, mais Finn Balor va carrément réclamer un match pour le titre à Gunther en disant bah écoute, je te dois bien ça puisque je t'ai aidé à battre Damian Priest. Gunther, au contraire, il est très énervé. Il dit non non, tu m'as enlevé le plaisir. Enfin, tu m'as privé d'avoir une victoire clean. Donc tu mérites pas du tout ça. Il dit par contre celui qui mérite, il y a Dominique Mysterio qui est là à côté et il dit, c'est peut-être toi Dominique puisque toi t'as déjà battu Damian Priest. Donc je vais aller voir Adam Pearce et on va s'organiser un petit quelque chose. Donc décidément encore un match qui s'organise pour plus tard, mais pour finir ce gros segment de Judgment Day, le vrai premier match de la soirée, c'est un match tag team féminin. Et Raquel Rodriguez et Liv Morgan qui affrontent Kairi Sane et Io Sky, donc Damage Control. Bon, c'est un match très court hein, puisqu'il dure 4 minutes et sur la victoire du Judgment Day. Après le match, Raquel Rodriguez, elle est méchante, essaye d'attaquer encore les gentilles, mais Rhea Ripley débarque, encore une fois, musique d'entrée, elle arrive à toute vitesse, elle vient sur le ring, mais finalement ça finit en baston à l'extérieur, en s'envoyant contre le poteau, contre la table des commentateurs, et Rhea Ripley prend un énorme spot là où elle est envoyée par Rodriguez, le visage contre le coin de la table des commentateurs, et finalement ça finit avec les interventions des officiels qui séparent tout ce petit monde. Donc voilà, on a encore eu une grosse part de gâteau sur le Judgment Day. Qu'est-ce que tu en as pensé, Letty, de tout ce segment? Et puis bon, je laisse un petit peu le match pour plus tard entre Gunther et Dominique, mais ça commençait fort là aussi chez Judgment Day. Oui, 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 ça bouge de nouveau un petit peu. Il y a eu quelques segments ces derniers temps qui étaient pas top, je trouve, mais là, franchement, ils repartent un petit peu dans le devant de la scène. Finn Balor qui continue, comme on le dit depuis quelque temps, à vouloir s'ériger comme le chef et visiblement, il n'est pas très content de ses troupes. Donc voilà, il continue à être de plus en plus frustré semaine après semaine. Donc forcément, on ne sait pas encore exactement quoi, mais ça va forcément déboucher sur une rivalité. Alors, est-ce que ce sera au sein de son propre clan ou pas? Ça, on verra bien. Euh,
toutes les petits échanges qu'il y a eu avec Gunther, j'ai trouvé ça plutôt malin de la part de Gunther, qui est toujours aussi beaucoup sur le côté psychologique de la chose. Donc, lui refuser directement le match de championnat et puis voilà, tout de suite lui dire oui, mais par contre, Dominique, lui, il l'a battu, Priest, puisque ça reste toujours en travers de la gorge de Finn Balor de pas avoir encore réussi. Donc j'ai trouvé ça plutôt malin de à la fois rentrer dans sa tête et puis pourquoi pas créer des tensions avec Dominique, puisque on sait pas trop, on n'a pas eu il n'y a pas eu d'image, mais voilà, on peut s'imaginer que Finn Balor, ça lui a pas fait très plaisir de voir Dominique obtenir un match, donc voilà, je trouve que c'est plutôt malin. Et puis au niveau des filles, le match était très court, effectivement, mais bon, ça nous permet de rester un petit peu dans l'histoire. Donc Io Sky qui affrontera Liv Morgan la semaine prochaine, il me semble, à Saturday Night Main Event. Donc voilà, on laisse un petit peu, on continue un petit peu cette histoire, on mêle un petit peu Rhea là-dedans puisque on se doute bien qu'elle va pas lâcher Liv comme ça. Donc oui, j'ai trouvé que c'était un segment donc coupé en petits morceaux, mais qui était vraiment pas mal. Ouais, sur l'aspect féminin, c'est quand même un ton en dessous, je trouve. Comme tu le dis, il va y avoir une défense de titre de Liv Morgan face à Io Sky, mais bon, bah voilà, c'est clairement la FUD, c'est Rhea Ripley, donc on imagine ça assez anecdotique. Et je trouve que c'était un petit peu plus répétitif là d'avoir Rhea Ripley qui débarque et qui vient faire un petit peu le bazar sur le ring avant finalement que ça fasse un peu match égal avec Raquel Rodriguez. Bon, ça, c'est pas la ceinture de Liv Morgan, c'est sûr que c'est pas la partie la plus palpitante. Le reste, oui, je suis d'accord avec toi, il y a un côté petite faille dans ce Judgment Day que Gunther intelligemment érode aussi, voilà, en valorisant un peu Dominique Mysterio, il prend pas trop de risques quand même. Et, euh, et on sent que Finn, il y a un truc qui est en train de gronder au fond de lui, et on verra qui prendra l'orage, mais il va y avoir du fight, ça c'est sûr. Petite parenthèse justement féminine, puisqu'on nous a annoncé il n'y a pas si longtemps qu'il allait avoir une ceinture intercontinentale féminine, un peu comme la ceinture US féminine côté SmackDown. Et donc le premier match de ce tournoi, un triple threat, ils ont pris le même système. Donc c'est Dakota Kai qui a affronté et qui a gagné face à Katana Chance et Shayna Baszler. Un match de 7 minutes 37. Voilà, je ne sais pas si tu avais un retour là-dessus. Bon, c'est juste des phases qualif, hein, donc il n'y a pas vraiment de feud du tout entre ces trois femmes. Mais voilà, on sait que je sais pas jusqu'où ça va, si elle est déjà en demi-finale ou en quart ou en finale. On n'a pas eu de tableau, je crois. On n'a pas eu de tableau, non? Non? Si? Je sais plus. Si, il me semble qu'ils en Ah ont si? montré un. Je t'avoue que je me rappelle plus de ce qui est des participantes, mais on est sur le même système. Il y a quatre triple threats qui donnent des demi-finales et une finale après. Ok, on Donc, verra ça sûrement dans les semaines prochaines, ouais. mm. Oui, après voilà, c'était un petit match de démarrage de tournoi où effectivement il n'y a pas vraiment d'histoire entre les trois, donc bon voilà, c'était un petit match sympa, mais voilà, sans plus. C'est ça. C'était sportif, voilà. Il n'y a pas de haine, pas de violence. Alors, on va revenir au Judgment Day, on va finir toute cette histoire, puisque Gunther a affronté donc Dominique Mysterio, et il a eu du mal, hein. Dominique a réussi à bien se débrouiller, il a réussi à mettre de côté, mettre son côté luchador un petit peu en avant, et il a quand même placé des 619, et il a fait son Frog Splash, qui était assez impressionnant, j'ai trouvé, il a eu des comptes de deux qui sont vraiment passés pas loin, mais il y a un moment, Gunther, il s'est dit, on a de déconner, il a placé une bonne grosse powerbomb à Dominique Mysterio. Donc en 6 minutes 32, c'était plié. Sauf que Finn Balor a débarqué et il a attaqué Gunther. Il lui a porté son coup de grâce. Et en provoquant Dominique, il le regarde et il lui dit regarde gamin, regarde et apprends. Et il porte 3 fois le coup de grâce. Comme un vrai heel, quand le public chante one more time, il s'arrête là. Il va carrément prendre la ceinture, le titre de Gunther, et partir du ring. Pas avec la ceinture, il la dépose sur Gunther, là, il la jette nonchalamment. Et plus tard dans les coulisses, il va demander à Adam Pearce un match. Et le match est officiel à Saturday Night Main Event. Donc on aura bien finalement Finn Balor qui a obtenu ce qu'il veut. Finn Balor versus Gunther.
Voilà, une soirée qui aura bien avancé là pour notre ami irlandais quand même. Oui, 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 il a fini par avoir effectivement ce qu'il voulait. J'ai trouvé ce segment hyper intéressant, déjà bon par rapport au catch en lui-même, puisque Dominique il est toujours là pour nous étonner quand on s'y attend pas. Donc Ah ouais. ouais, j'ai trouvé qu'il avait fait une énorme performance par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de lui. Là, franchement, ouais, c'était un peu compliqué pour Gunther au début, donc bah, bravo Dominique. Et puis après pour voilà tout le côté attaque de Baylor et puis oui le côté un petit peu supérieur qu'il a pris en disant à Dominique voilà regarde et apprends voilà regarde gamin je vais te montrer comment on fait. Donc voilà, c'est d'où ma petite phrase de tout à l'heure où je disais qui est-ce qui va prendre ses foudres, est-ce que ce sera en dehors ou est-ce que ce sera dans son propre groupe. Voilà, parce que je m'imagine qu'au bout d'un moment une attitude un petit peu pédante comme ça, ils vont peut-être recommencer à en avoir marre les autres. Donc voilà, on ne sait pas trop où ça va. En tout cas, le match au prochain PLE, donc plutôt pas mal. Avec toujours un petit peu, voilà, on imagine Priest qui reste un petit peu en embuscade, puisqu'on avait vu, je crois, un petit vidéo package où il attaque Baylor en backstage, il me semble, à Survivor Series, après le match. Oui, t'as raison. Il doit y avoir un truc comme ça. Oui, Il il me n'était pas là semble, ce soir. T'as raison. ouais, je sais plus à quel moment, mais je sais qu'ils avaient montré un petit clip comme ça, donc forcément, on se doute bien que ce 1 contre 1 va pas rester, va pas se finir de façon très clean, j'imagine. Donc ça hype encore plus, je trouve, pour ce prochain match. Ah ouais, on a une construction qui continue. C'est rapide, hein, Saturday Night. C'est dans une semaine, comme tu dis. Enfin, au moment où on décrit l'euro, là, il reste juste un euro ensuite, et ça sera déjà. Donc, il est temps de booker des matchs. Et je suis assez curieux de voir l'affiche. Comme tu dis, Damien Priest n'était pas là ce soir, mais il va sûrement rôder autour. Et puis, bon, Adam Pearce provoque aussi un peu Finn Balor en lui disant qu'il faudra aussi qu'il défende ses titres, hein, parce qu'il est champion tag team. Donc il y a sûrement des choses qui vont, peut-être des tensions qui vont se dévoiler dans cette équipe. À Oui, oui, voir. oui. D'autant plus que je crois qu'il lui dit la semaine prochaine, on parlera de ton autre match. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il lui a balancé un truc comme ça, oui, j'avais zappé. Mais du coup, C'est est-ce ça. qu'il va être obligé de défendre, d'avoir peut-être un match en tag le même Le soir? même soir. Ah ouais. Ah, ah, pourquoi pas? Pourquoi Ce pas, serait hein. intéressant. Ah ouais, ouais. Bah, il paraît, hein, il y a des petites rumeurs, je sais pas si t'as vu passer, qui disent que il était assez apprécié dans les vestiaires et tout, Finn Balor, donc peut-être qu'il va prendre un peu le rôle de taulier là, à Monday Night Raw et à Saturday Night, pourquoi pas, ouais. Deux matchs le même soir, c'est les plus grands qui ont ça. C'est les The Miz, c'est John Cena, c'est tout ça. Il faut vraiment être une star. Mais pourquoi pas? Puisqu'on parle de tag team qui sont un peu en tension, on va évoquer ce qui indéniablement va rester le plus grand morceau, je pense, de ce Monday Night Raw, celui dont on se souviendra, puisque c'était l'anniversaire des 10 ans du New Day. Souviens-toi, Et 10 oui. ans de New Day, ça fait des semaines hein, qu'on nous annonce que ça va être une grosse, euh, une grosse fête, enfin un gros événement. Oui. Et c'est vrai que tout est là. Il y a les boutillots, le paquet de céréales géantes, il y a Francesca le trombone, enfin tout est décoré. Et Xavier Woods et Kofi Kingston viennent sur le ring. Ils font un peu la gueule quand même. On voit bien qu'ils sont pas très motivés, mais il faut dire que la semaine dernière, ils se sont quittés en grosse dispute, hein, on s'en souvient. Et, euh, et donc ils prennent le micro en disant que bah, ça a été formidable, hein, ces 10 ans, qu'ils ont vécu des très grands moments, que tout ce qui s'est passé, c'est grâce au public, mais ils disent voilà, on a beaucoup discuté justement sur ces tensions de ces dernières semaines, etc. Et on a pris une décision. Alors là, on a tous, on imagine un peu ce qui va nous tomber dessus. On craint cette annonce de la clôture du New Day, quoi. Un bail de 10 ans et c'est fini. Mais là, tout d'un coup, Biggie débarque. Voilà, celui qu'on espérait plus ou qu'on attendait ou qu'on n'attendait pas, on ne sait pas, mais qui planait un peu dans cette histoire parce que le New Day, c'est quand même lui. Bah, Biggie débarque. Et il peut pas ne pas être là quand même pour célébrer les 10 ans du New Day. Mais il dit qu'il est un petit peu choqué quand même qu'il a vu toutes ces disputes ces dernières semaines, ces derniers mois de Woods et de Kofi Kingston. Alors il dit, écoutez, les gars,
Je suis pas prêt à revenir sur le ring, mais en attendant que je sois prêt, si vous voulez, je reviens. Je suis là tous les soirs, chaque semaine, je viens avec vous et je deviens votre manager. Oh, alors ça c'est quand même une grosse annonce, quand même un gros scoop. Mais Xavier Woods et Kofi Kingston, le prennent pas du tout bien. Xavier Woods il dit attends, maintenant que tu dis ça, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'on a traversé, t'es venu pour ça? Et Kofi Kingston va même faire pire, puisqu'il va dire ouais, tu t'es pété le cou, ok? Et alors? And so what? Alors là c'est touchy quand même. Là la foule elle est choquée, hein. Il dit mais ouais regarde, Steve Austin il s'est cassé la nuque, Kurt Angle il s'est cassé le cou, Edge aussi, hein, on cite Edge pour la première fois je pense depuis qu'il est parti. Et il dit voilà si tu nous voulais, tu serais revenu. Et on va dire voilà, enfin ils sont hyper énervés. Ils disent écoute t'as préféré être commentateur, t'as préféré aller à ton bureau là, t'as préféré faire toutes tes autres missions, t'as préféré ta nouvelle petite copine à nous. Donc voilà, tu nous as abandonnés, you left us. Et Biggie, honnêtement, il avait pas préparé ça parce que il a pas trop préparé sa plaidoirie. Il a une bouche et des yeux de poisson rouge. Là, il est là, dites donc, alors celle-là, si je m'attendais. Et donc, Kofi Kingston et Xavier Woods le repoussent et se regardent et puis se serrent la main en se disant maintenant il n'y a plus que toi et moi, c'est toi et moi. Et Biggie les regarde depuis le haut du Titantron, dépité, désespéré. Donc on vient bien d'enterrer quelque part le New Day, mais un New Day qui va sûrement renaître de ses cendres, mais des cendres obscures. Voilà, est-ce que tu t'attendais à tout ça, Letty et comment est-ce que tu as trouvé ce segment à la hauteur du moment, c'est-à-dire à la hauteur des 10 ans du New Day? Quelle séquence! Ouais. On s'attendait à beaucoup de choses, mais alors ça, je l'ai absolument pas vu arriver, comme je pense la majorité des gens. Effectivement, ils arrivent, bon, ils étaient forcément pas en hyper bon terme, puisque bon, suite à la dispute de la semaine dernière, on se doutait bien que ce serait un petit peu tendu, mais voilà, on se disait qu'ils allaient se rappeler les bons souvenirs, on venait de voir un super vidéo package sur leurs 10 ans, donc pourquoi pas. Et en fait, comme tu l'as dit, ils se regardent avec un air grave, on a pris une décision, et là on a un peu le sentiment voilà, quand ils disent mais voilà, on a discuté, mais alors vous inquiétez pas, surtout sachez que c'est pas de votre faute. J'ai eu un peu le sentiment, tu sais, de deux parents en fait qui se séparent et qui doivent l'annoncer aux enfants en leur disant mais c'est pas de votre faute, les enfants, vous inquiétez pas, on se sépare, mais vous y êtes pour rien. C'est C'était, vrai. on s'attendait, enfin moi c'est un peu l'impression que j'ai eue. Et en fait, voilà, Biggie arrive et on se dit ah ça y est, voilà, il va les aider à faire la paix, tout va bien se passer. Et là, c'est le drame. Les deux qui se liguent contre lui. Alors, effectivement, ils ont eu des mots hyper durs. Le fameux so what. Là, on se dit mais, enfin, on parle d'un coup cassé, on parle pas d'un doigt un petit peu tordu, quoi. C'est pas Ah, ils rien. sont, ils sont allés. C'était très, 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 très médical, j'ai trouvé. Ils ont dit, ouais, t'as même pas eu besoin d'avoir une chirurgie. Moi, j'ai eu une chirurgie. Enfin, c'était, voilà, c'était un peu la bagarre des radiographies, là. Ouais, c'était un petit peu ça. Voilà, t'as même pas été opéré, donc pourquoi est-ce que t'es pas revenu depuis le temps? Et puis la haine un petit peu qu'il y avait quand je crois que c'est Woods qui lui a dit non mais arrête de teaser le public, tu seras jamais medically clear, tu reviendras jamais. Alors arrête de leur dire n'importe quoi, arrête de nous prendre pour des truffes, quoi. Et le pauvre Biggie, enfin voilà, il faisait de la peine. Il s'attendait pas à ça. Il pleurait presque au bord du ring. Et bon, j'avoue que voilà, j'ai un petit peu pleuré chez moi. Mais ouais, c'était ouais une énorme séquence qui va marquer ouais l'histoire du New Day. À voir est-ce que voilà ils s'appelleront encore comme ça ou pas. Mais voilà, comme tu le disais, de ces cendres va renaître quelque chose. Quoi? On verra, mais en tout cas, énorme séquence. Ouais, je partage bien ton avis. Moi, je trouve que c'était un vrai bon gros choc, quoi. Bien écrit, avec effectivement pas de ménagement. Comme tu dis, ça m'a impressionné là, à quel point ils allaient vraiment le chercher comme ça, en lui disant, mais ouais, mais t'as même pas été opéré. Moi, j'ai eu une opération. Moi, je suis revenu. Enfin, vraiment, on sent une certaine
Enfin, c'est bien écrit parce que la haine qu'ils avaient l'un vers l'autre qui montait, et ben ils le reportent sur celui qui les a abandonnés. Et c'est vrai, la question est légitime. Hein. Pourquoi Biggie il débarque maintenant alors que ça fait des semaines? Pourquoi il décide de devenir leur manager là ce soir alors que ça fait je sais pas combien d'années qu'il est pas là, Biggie, mais ça fait 1 an ou 2 qu'il aurait pu venir là à leur côté. Donc, puis voilà, le fait de la prise de force quand même de la WWE de nous teaser une excellente annonce, puisque un New Day à 3 avec Biggie sur le bordering en manager, je pense que tout le monde aurait accroché, rien que pour nous faire descendre, pour nous descendre cette idée dans la foulée, c'était vraiment courageux. Et je pense que c'est vraiment une super idée parce que c'est vrai que ce New Day sans Biggie depuis quelques années, ils sont un peu vétérans, un peu low card, tout en gardant les costumes, la danse, etc. Et là, vraiment marquer la rupture, parce que peut-être que c'est vrai, un Biggie reviendra peut-être jamais, ou en tout cas, il est plus temps de l'attendre. Ils vont sûrement développer, ils vont devenir heal comme ils étaient au tout premier temps, donc ils vont développer peut-être une certaine fourberie, ils vont peut-être avoir des nouvelles tenues, ils vont peut-être inventer des nouveaux trucs. Donc c'est le moment de se réinventer, quoi. C'est un peu juste la dernière année avant la retraite, on se lâche et on tente des trucs. Mais comme tu dis, ouais, il y avait cette ambiance de divorce et finalement, ils vont proposer quelque chose de nouveau. Donc ça me rappelle un peu certaines heures des Hardy Boys quand Jeff Hardy et Matt Hardy pouvaient entrer en feud ou au contraire se remettre ensemble ou tout ça. C'était clairement le plus fort moment du New Day, je pense, depuis bien des années. Hein. C'est difficile de passer après ça. C'est difficile de passer après ce moment. N'hésitez pas, un peuple de catch-up, à nous donner votre avis dans les commentaires. Bon, il fallait peut-être un petit peu plus de légèreté. Et cette légèreté, elle est venue par R-Truth, qui a battu Pete Dunne. Il a battu Pete Dunne quand même sur un roll-up parce que l'anglais était énervé par la foule qu'il appelait Butch. Donc là, on est vraiment dans du comedy wrestling. Bon, moi, je suis un petit peu attristé de voir Pete Dunne à ce niveau-là. Je continue de penser que ce mec-là mérite un peu mieux. Mais il est dans une mid-card où il y a beaucoup de monde. Hein. On a vu aussi en coulisses, on a revu Ludwig Kaiser, on a revu Braun Breaker. Voilà, tout ce monde est très très. Enfin, il y a beaucoup de talent. Donc voilà, Pete Dunne il végète un petit peu, mais R-Truth par contre, continue de se régaler et d'amuser les foules. Et puis c'est peut-être ça qu'il fallait, non? Après le New Day là, un petit peu d'R-Truth. Oui, un petit peu de légèreté parce que je pense que tout le monde en avait un petit peu besoin. Après, comme tu dis, Pete Dunne, effectivement, peut-être qu'il mériterait un peu plus. Après, je pense que malheureusement pour lui, il pâtit un petit peu du passage à 2 heures. Parce qu'effectivement, il était Ouais. pas mal mis en avant avec Sheamus, tout ça. Tancro était à 3 heures. Là, c'est vrai il a fallu faire un petit peu des coupes, voilà. Et je pense que c'est tombé un petit peu sur lui. Après voilà, la séquence en elle-même, c'était pas exceptionnel, mais c'était marrant. Et puis moi j'ai bien aimé le public qui rentrait dans le jeu d'R-Truth et qui avait des petits chants butch, c'était plutôt sympa. Donc voilà, un Donc, petit peu de légèreté. ouais, et puis Raw va bientôt repasser à 3 heures, donc on retrouvera du temps pour tous ces gens-là. Bon, il y a eu encore un événement mystérieux en coulisses. Il y en a beaucoup en ce moment, je trouve. Il y a un mec qui s'est fait agresser, on ne sait pas par qui. Et ce mec, c'est Jey Uso. Alors, c'est un peu. Je trouve ça un peu bizarre parce qu'il a pas de match prévu de Jey Uso ce soir. Il avait rien de prévu. Donc, la personne qui l'a attaqué, c'était vraiment gratuit. Et puis, bon, on sait pas trop ce qu'il a en fait. Hein, c'est ce que nous dit Adam Pearce. On sait pas trop ce qu'il a et on sait pas qui l'a agressé. Alors, Sami Zayn, il dit: Je pense que je sais qui c'est et je vais aller lui foutre une branlée sur le ring. Donc, c'est comme ça qu'on va au main event. Et visiblement, Sami Zayn pense que ça vient de Seth Rollins. Donc, Seth Rollins contre Sami Zayn dans ce gros main event qu'on nous annonce. Et un main event où évidemment, c'est très disputé, hein, puisqu'on a deux gars au top et au très haut niveau. Et pourtant, c'est un match assez court, puisqu'il dure moins de 10 minutes, il dure 9 minutes 19. Pourquoi le match est court? Parce que à un moment donné, Sami Zayn, il est persuadé que c'est Rollins qui a attaqué Jey Uso, et il va même aller chercher une chaise. Il est tellement énervé, ça lui ressemble pas trop, mais il y a une chaise qui est sortie, et Seth Rollins dit: non, c'est pas moi, je t'assure, c'est vraiment pas moi. Et pendant que l'arbitre met la chaise un petit peu de côté et Zayn lâche la chaise, et ben Rollins il attrape et il lui fait un roll-up et il gagne. Il gagne comme ça. Seth Rollins il vole la victoire à la belle façon fourbe de l'architraître. Et pendant qu'il s'en va en paradant à l'extérieur, notre Seth Rollins content de son coup, et ben Sami Zayn se fait attaquer en plein milieu du ring par derrière par quelqu'un qui avait un sweat à capuche.
et qui lui a envoyé un gros Claymore dans la tête. Donc Drew McIntyre est de retour. Voilà, lui aussi, on l'avait pas vu depuis très longtemps. On l'avait pas vu depuis Hell in a Cell, qui avait eu lieu à Bad Blood, voilà, c'est ça. Où il avait été, on peut dire, hein, c'était une humiliation cette défaite contre CM Punk pour Drew McIntyre. Il a dû bien ronger son frein, serrer les poings sur son canapé pendant quelques semaines. Et là, il revient, et visiblement, il est toujours vénère. Donc là encore, comme ce segment d'ouverture, je trouve, on repart sur des histoires qui n'avaient pas vraiment fini. Donc ça nous promet du bon, non? Mais peut-être un petit peu pas frustré par ce court finalement main event? Un petit peu quand même, puisque Ouais. voilà, c'était quand même quelque chose bah, on s'attendait un peu plus vu le segment d'ouverture. Après, j'ai trouvé ça plutôt malin, entre guillemets. La petite attaque de Jay qui a vraiment, en plus, voilà, bien motivé Sami. Bon, on se rend compte une fois de plus que ce soit à SmackDown avec Cargill ou à Raw, on peut se faire attaquer dans les vestiaires sans aucun problème. Les managers savent jamais qui c'est. Donc, voilà. Non, il n'y a pas beaucoup de sécurité. Hein. C'est ça, c'est un petit peu dangereux quand même. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal de voir un Sami aussi un petit peu plus énervé, comme tu dis, qui va chercher une chaise alors que c'est pas trop dans son tempérament. Il a plutôt tendance à essayer de calmer les gens. Voilà, donc c'était plutôt malin. Et puis donc le retour de McIntyre qui est bien vénère. Alors après, pourquoi s'en prendre directement à Sami? On verra par la suite. Après, voilà, est-ce que c'est par rapport à l'histoire du... Je pense que ça doit être l'association avec Punk qui... puisqu'on se rappelle quand même, comme tu l'as dit, qu'à son dernier match, il a quand même reçu 16 ou 18, je sais plus, points de suture sur le crâne à cause de la fameuse boîte à outils. Donc, c'est peut-être ça qui l'a réveillé, de voir la boîte à outils utilisée au Wargames. Il s'est dit, merde, il faut que j'y retourne. Mais ça donne envie. En fait, c'est un show où tout donne envie de voir la suite, du début jusqu'à la fin. Voilà, ça a donné vraiment un renouveau. En fait, on a vraiment l'impression qu'on est sur le départ d'une nouvelle route pour cet hiver. Ah ouais, je partage ton ressenti. On a eu un main event qui était un petit peu léger, mais voilà, je pense qu'ils ont besoin tous les deux ils nous en distribueront plus tard, hein, Sami Zayn et Seth Rollins. Mais il y a un storytelling, quoi. Seth Rollins qui nie l'attaque. Donc, qui a pu attaquer Jey Uso? Est-ce que c'est à nouveau Drew? Il était peut-être là dès le départ dans la soirée, on ne sait pas. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et on attend d'avoir cette info. Il peut y avoir des surprises. On sait bien qu'à la WWE, on adore faire que l'agresseur soit pas du tout celui qu'on soupçonnait. Donc, ouais, on a eu un show qui était vraiment costaud. Au final, on retiendra pas beaucoup de matchs, hein, je pense. Bon, il y avait Gunther contre Dominic, se sont bien défendus, mais sinon, c'est pas le match de Liv Morgan et Raquel ou le tournoi intercontinental féminin qui vont nous marquer, ni le match d'R-Truth. Mais voilà, c'était vraiment du segment ce soir. Et c'était des segments vraiment marquants avec des mecs qui savent nous raconter des histoires et créer aussi des grandes révolutions. Puisque là, avec le New Day, on a vraiment un virage historique pour cette faction légendaire. Et est-ce que tu peux me donner et nous donner ton top, ton flop et ta note pour ce Monday Night Raw, Letty? Eh ben oui. Mon top, je vais le donner au segment du New Day, qui était, voilà, comme on l'a déjà dit, un des segments, je trouve, les plus marquants du New Day et même de Raw ces dernières semaines, qui fait passer nos émotions de tous les côtés et tout. Voilà, j'ai trouvé ça absolument génial. Le flop que j'avais noté, tu vois, c'est tellement un flop qu'on n'en a même pas parlé, c'était la promo de Karrion Kross. Ah oui, Ça, pardon, j'avais oublié ça. non, mais T'as bien fait de noter. ça donne une idée du niveau, donc effectivement, c'est bien mon flop. Où il nous tease un match une fois de plus avec les Wyatt. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose. La semaine prochaine, ça, c'est ça. Je crois, oui. Pas grand-chose de très intéressant, donc ce sera mon flop. Et ma note, écoute, je vais mettre un bon 4,5 parce que c'était vraiment un Raw que j'ai adoré. Ouais.
Bon, je peux pas changer de top, hein. Honnêtement, des fois j'essaye de répartir un peu, mais c'est clairement le New Day qui nous a volé la vedette. Et merci pour le flop, j'avais envie de dire ça. Non, moi je vais mettre un petit flop sur le segment Rhea Ripley. Enfin, c'est pas contre Rhea Ripley, mais ce moment féminin là où il y a le match, Rhea Ripley elle débarque, la foule elle pop, ça part un petit peu en baston, puis ça donne pas grand chose. Là pour le coup, on sait très bien que, enfin, le storytelling pour le futur match féminin, il a aucun intérêt. Enfin, et Io Sky, voilà, pas beaucoup d'intérêt dans l'histoire, donc là, ça c'est vraiment un truc de transition. Et 4,5, ouais, ça les vaut. Je suis d'accord avec toi, on va mettre cette note. Du début à la fin, il y avait du charisme, il y avait de l'intensité, de l'émotion, donc on était convaincus. Est-ce que Friday Night SmackDown a tenu le niveau? On va enchaîner directement et on va partir à Minneapolis, dans le Minnesota. Ça, c'est une ville de catcheurs quand même, hein. Il y a quelques légendes qui viennent de là. Et on enchaîne sur le show bleu, hein, si t'es partante, Letty. On est parti, on Eh change les ben, couleurs? allons-y, c'est parti. Go pour SmackDown. Un SmackDown qui commence là aussi avec un résumé des Survivor Series. Alors la liste est longue, hein, l'infirmerie. Mm. On nous apprend que dans le Wargames masculin, eh ben, on en sort avec quand même 3 blessés. Bronson Reed et Jimmy Uso qui se sont tous les deux cassés les pieds, c'est le cas de le dire, en sautant du haut de la cage. Donc peut-être que ne faites pas ça chez vous, hein, faut pas sauter d'une cage, visiblement. On se fait mal, on se pète les orteils et tout ça. Et Tonga Loa, le pauvre Tonga Loa, lui, il a été blessé par la boîte à outils de CM Punk, hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc voilà, pas de Tonga Loa pendant quelques temps à SmackDown. Donc déjà, première tristesse. Première tristesse. D'ailleurs, la Bloodline est là, en partie, évidemment, et elle est très vénère, hein, puisque quand on les voit arriver dans les coulisses avec Jacob Fatu et Solo Sikoa, bah, ils attaquent Apollo Crews qui passait par là, gratuitement. Ils ont l'air vénères. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent, mais ils ont l'air vénères, ils arrivent et ils seront là ce soir. Mais celui qui est là aussi ce soir, bah, c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes qui arrive, qui ouvre le show et qui fait une promo, hein, comme d'hab, le champion, et il nous raconte, bah, voilà, qu'il va affronter Kevin Owens samedi prochain, voilà, Saturday Night Main Event. Mais lui-même, il est interrompu. Alors là, on s'y attendait pas du tout, je pense, par Chad Gable et son équipe, les American Made. Chad Gable qui nous dit qu'il est du coin, hein, qu'il est de la région. Et il nous explique, alors, c'était un peu bizarre, il nous a dit qu'il va y avoir des transferts prochainement. Mais ça n'a pas parlé de draft, ça a parlé de... il peut y avoir des transferts bientôt, et donc peut-être qu'ils vont rejoindre SmackDown, alors qu'ils sont à Raw, hein, et puis jusqu'à présent on respecte un petit peu quand même les... Bon, pas tant que ça, hein, puisque ces derniers temps pour les Survivor Series on a beaucoup vu les uns chez les autres, mais on essaie de respecter un petit peu les écuries. Donc Chad Gable, il est très très anti Cody Rhodes. Il dit écoute, t'es superficiel, tu penses qu'à toi, t'es un mauvais ami, Kevin Owens il a raison, t'aurais pas dû faire équipe avec Roman Reigns, etc. Et Cody Rhodes il dit bah c'est bizarre parce que moi j'ai l'impression qu'on se ressemble un peu. On a su dépasser un petit peu nos, euh, nos limites. Et il dit parce que toi t'étais Shorty G. Et puis, bah, en face de toi, tu as Stardust. Donc, voilà, on nous rappelle un petit peu les gimmicks un peu faibles de ces deux personnages. Et puis, euh, et puis voilà, il dit qu'est-ce qui se passe toi, tu es un leader d'équipe là. Tu te dis que c'est le moment de passer à l'action, que tu n'as rien à perdre. Mais écoute, si tu te mets à perdre. Alors, il cite un peu les membres de l'équipe. Il dit Ivy Nile, un espoir féminin, là, qu'est-ce qui lui arriverait puis les deux frères là, les deux frères Creed, Julius, machin, qu'est-ce qu'il ferait si tu perds? Alors Gabba il dit écoute, commence pas là parce que si j'étais pas bien habillé en costume, je viendrais te casser la gueule. Et donc Cody Rhodes il dit bah écoute, on va en parler et on va voir si on peut pas faire ça ce soir. Donc on aurait peut-être en main event, mais on nous le confirme pas de suite, mais on nous le confirmera après, on peut déjà le dire, un match entre Cody Rhodes et Chad Gable. Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette intro? Voilà, est-ce que tu as été comme moi surprise de voir Chad Gable débarquer dans le bousin? Bah, un petit peu, oui, puisqu'effectivement, même si, comme tu dis, ces dernières semaines, c'était un petit peu poreux entre les shows, on a quand même l'habitude que chacun reste un petit peu chez soi. Donc, il nous parle d'une fenêtre d'échange
Alors après, j'ai lu un petit peu par la suite sur les réseaux sociaux qu'a priori, il y aurait un petit, ce sera pas une draft, mais peut-être quelques changements en vue de l'arrivée sur Netflix. Donc voilà, peut-être que c'est par rapport à ça. Bon, du coup, c'est peut-être une mauvaise chose pour Chad Gable. Peut-être que Netflix ne veut pas de lui, donc il viendra à SmackDown. Le pauvre. Le pauvre. Mais oui, après, sinon c'était c'était intéressant, on va dire ça, étant donné que Owens n'est pas là, n'est pas bienvenu visiblement d'après les dires de Nick Aldis, donc ça donne un petit peu quelque chose à faire à Cody Rhodes. Voilà, et puis les échanges n'étaient pas inintéressants puisque effectivement le côté était un mauvais ami, mais oui, mais Chad aussi, Otis, tout ça, tu les as laissés un petit peu tout seul. Enfin, toi aussi, t'es un mauvais ami en fait. Et on voyait comment dire, le regard de Chad Gable qui changeait un petit peu en se disant mais non, mais je te ressemble pas. Enfin, arrête de dire ça. Voilà, l'énervement qui montait. Donc voilà, c'était pas la séquence de l'année, mais c'était plutôt sympa. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Je suis pas mécontent parce que Chad Gable, on en parlera peut-être bientôt, Peuple de Ketchup, quand on fera nos awards de l'année. Mais ça va être un de mes flops, le pauvre. Il est démarré si fort là avant WrestleMania, quand il était au top, quand il commençait à monter en puissance. Et puis là, bon bah voilà, il n'y a jamais vraiment eu cette feud avec Otis. Il a changé un peu de tag team, là il a changé un petit peu ses copains sans trop que ça marche vraiment. Donc pourquoi pas, un nouveau positionnement, c'était assez sympa. Ça m'a fait sourire parce que je me souviens que il y a quelques mois, enfin il y a quelques années maintenant, quand Cody Rhodes est revenu à la WWE, on disait qu'il avait signé un contrat, que personne devait évoquer le nom de Stardust, que c'était un peu sa honte et tout. Je suis le premier à en parler tous les 4 matins. Il y en a rien à foutre. Donc, euh, donc c'était rigolo. Mais voilà, pourquoi pas. Et effectivement, on en entendra parler plusieurs fois hein, ce soir. Il y a des fenêtres d'échange, etc. Voilà, on va avoir des drafts. Je sais pas trop comment ils vont nous présenter ça, mais il va y avoir des changements. On avait parlé du tournoi intercontinental féminin. Ben, on a eu le tournoi US féminin et on avance puisqu'on a eu un match entre Tiffany Stratton, Naomi et Elektra Lopez. Un match assez costaud hein, qui a duré 7 minutes 32 et qui a vu la victoire de Tiffany Stratton, Tiffy Time. Tiffany Stratton avance en demi-finale je ne sais plus contre qui elle se retrouve. C'est pas Chelsea Green justement ou c'est Je ne sais plus. Bailey, je sais plus. Enfin bref, ça avance en tout cas. Un petit peu plus tard, on a eu un match entre Bianca Belair et Piper Niven parce que Chelsea Green et Piper Niven elles sont un petit peu allées provoquer Bianca dans les coulisses. Il y a eu bagarre. Bon, c'était un match, non, j'allais dire un peu plus court. Non, il a été plus long en fait. Ouais, c'est vrai qu'il a été assez long. 12 minutes 15, avec une Chelsea Green qui a pas mal joué le jeu à l'extérieur du ring, et une Bianca Belair qui a beaucoup joué, comme souvent, puisque c'est pas la première fois qu'elle s'affronte, hein, sur le côté force physique. Et elle a réussi, encore une fois, à porter le KOD à Piper Niven. Mais ça a été dur, hein, ça a été un match avec beaucoup d'intensité. Et Piper a un petit peu monté en grade, j'ai trouvé, par rapport à d'habitude. Voilà, il y a une petite feud qui a lieu entre toutes ces dames. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé, Letty? Est-ce que tu as plu déjà Tiffy et puis après Bianca, Chelsea, etc. Il y a une belle division là quand même. Oui, ça avance un petit peu dans les histoires, dans le tournoi, tout ça. La victoire de Tiffany, ça me semblait à peu près logique, puisque moi, Elektra Lopez, je pense qu'elle était là juste pour faire le nombre, malheureusement pour elle. Naomi, ça aurait été aussi une idée, pourquoi pas, mais je trouve que la victoire de Tiffany est plus ou moins logique, et puis le public était content, donc voilà, on avance doucement. Et les filles, la semaine prochaine, je crois qu'elles auront 2 matchs, les matchs d'un soir sur Ouais. l'autre, il me semble. Il y a les 2 demi-finales vendredi et la finale samedi, donc on va peut-être avoir des matchs un peu costauds et puis voilà, voir ce que ça donne 2 soirs de suite. Bianca, Piper, oui, c'était un match qui était intéressant, mais
voilà, j'ai toujours un peu de mal avec Bianca, même si le match en lui-même était pas nul. Hein, c'est pas ce que je dis, c'est juste qu'avec le personnage, j'ai toujours un peu de mal. Et j'ai un peu de mal aussi avec le côté, ben, il y a certaines personnes qui perdent leur ceinture juste parce qu'ils sont pas là pendant 3 semaines. Et puis là, donc, on la présente toujours comme la moitié des championnes par équipe. Personne ne parle de Jade Cargill, on ne sait pas, voilà, est-ce qu'elle va revenir ou pas. Sur les réseaux, on voit tourner un peu de tout et n'importe quoi, comme quoi elle serait blessée pour au moins 6 ou 9 mois. D'autres qui disent qu'elle va revenir bientôt. Alors voilà, moi c'est ça qui me perturbe un petit peu. Après Piper, elle est montée un petit peu en niveau effectivement ces derniers temps, et c'est toujours intéressant de voir Chelsea Green qui fait tous ces petits trucs à côté du ring, qui essaye d'intervenir, ça marche pas. La pauvre, elle se prend Piper sur elle la moitié du temps. Que là, elle s'est fait bien écrabouiller aussi, la pauvre. Ah bah, elle se fait envoyer le KOD sur elle, ouais. C'est voilà, mais c'était intéressant, mais voilà, il y a toujours un petit truc qui me gêne avec ces matchs-là. Ouais, moi Chelsea Green, c'est elle qui vole un petit peu la vedette, et puis Tiffany aussi de son côté, donc on a un peu les deux petites stars du moment là qui sont bien mises en avant. Bon, on en parle un peu de Jade Cargill, surtout pour savoir qui l'a attaqué, puisque Bianca elle a provoqué Piper, hein, elle lui a dit ah, c'était peut-être toi et tout, mais bon, visiblement c'est pas elle, hein, donc on sait toujours pas. L'enquête avance. Alors il y en a un qui a quand même bien profité du dernier week-end, c'est Shinsuke Nakamura, puisque Shinsuke Nakamura il est devenu champion des États-Unis quand même. Et il a une nouvelle musique et une nouvelle ambiance, donc il débarque sur le ring. Voilà, il débarque. Et en fait, il a pas le temps de dire quelque chose. On ne sait pas trop si c'était ce qu'il avait prévu de faire, en tout cas. Mais LA Knight débarque tout de suite et il fait le signe pour couper sa musique. Et il énervé. Non, let me talk to you. Il débarque et il veut son titre revanche. Hein, Nakamura, voilà, il le provoque. Et il dit je veux mon titre, je veux ma revanche, je la veux maintenant. Mais Andrade débarque, El Idolo. Pour mon petit cœur, toujours fan de Andrade, toujours dans un silence. Il a pas du tout la bonne musique. Il faut vraiment changer là. Ce petit entron, il est dégueulasse, je trouve, d'Andrade là. Et puis Andrade, il dit moi j'ai unfinished business avec Nakamura. Alors j'ai trouvé très très laborieux cet échange. Les Knight, il dit Andrade, avec votre respect, c'est pas votre tour, etc. Et puis en fait, ces deux petits là qui commencent à se tourner autour du titre US se font casser la gueule par la Bloodline. Voilà, totalement gratuitement. Solo Sikoa débarque avec donc il y a Tamatonga et il y a Jacob Fatu. Ils explosent la tronche de LA Knight et d'Andrade. Nakamura il reste visiblement il est pas ciblé, mais il est un petit peu sur ses acquis là. Il sait pas trop ce qu'il fait pas. Alors il a ce réflexe qu'ont certains animaux, tu sais, notamment les pieuvres. Voilà, il crache un liquide noir, là, il se met à baver du mist, histoire de dire attention, je suis dangereux. Ça me fait penser à ces grenouilles qui sont toxiques, là, qui ont des couleurs vives, et il exprime attention, je suis venimeux, me touchez pas. Et il sort du ring. Bon, voilà. Et Solo Sikoa, il va prendre le micro, voilà, je suis toujours le tribal chief, j'ai toujours le collier, et c'est toujours moi voilà, peu importe si on a perdu finalement peu importe si on a perdu il dit hein, si j'ai perdu deux soldats, si deux soldats sont tombés de mon côté, peu importe, j'ai toujours le collier, etc. Donc visiblement il est mauvais perdant Solo Sikoa et il n'a pas prévu de lâcher l'affaire, hein. Je pense pas. Ça a l'air mal parti. Ouais, En tout cas, ouais, c'est une séquence qui a mieux terminé que ce qu'elle a commencé. hein. Ouais, parce qu'effectivement, c'était un peu laborieux. Alors, LA Knight, de toute façon, au micro, ça a rarement été hyper intéressant. Nakamura, bon, ils lui ont pas laissé le temps de parler. Est-ce que c'est plus mal? Je suis pas sûre. Et puis Andrade, voilà, qui se retrouve un peu là au milieu. Ça m'a pas hyper passionné, hein, pour être tout à fait honnête. L'attaque sur la Bloodline, c'est intéressant du côté en se disant voilà, ils ont perdu effectivement, le côté mauvais perdant, on défonce tout le monde. Donc bon, pourquoi pas, avec le côté je suis toujours chef, j'ai toujours mon collier, voilà, je reste là, je bougerai pas. Après, moi, c'est plutôt ce qui m'inquiète un peu dans cette histoire, c'est qui ils ont décidé d'attaquer. Parce que Ouais.
voilà, je me dis, est-ce que on va continuer sur la Bloodline qui va attaquer peut-être un petit peu tout le monde, et du coup, il faut rien comprendre de la séquence de ce SmackDown à part qu'ils sont vénères, ou alors on va partir sur une alliance entre guillemets entre les trois contre la Bloodline, et là je suis beaucoup plus mitigée sur ce que ça pourrait donner. Donc voilà, j'attends de voir, mais ça m'a convaincu sans me convaincre en fait. C'est un peu particulier ce que je dis, mais voilà, l'attaque en elle-même était pas mal, c'est plus les cibles qui me perturbent un petit peu. Bah j'aime bien, moi j'adhère à la théorie de on détruit tout le monde. Ça me plaît bien. Euh, En fait, je sais pas ce qui était prévu. On sait jamais dans le catch ce qui est prévu et quel plan il change. Mais c'est vrai que j'ai réalisé que Roman Reigns n'est pas là, hein, ce soir. Roman Reigns, qui est quand même le personnage principal de l'histoire et en fait, c'est toujours ça le problème dans le catch. Des fois, c'est qu'il y a des matchs, des combats, mais on sait pas trop quel est l'enjeu. Donc Roman Reigns a gagné et a battu Solo Sikoa clairement, hein. Il lui a porté un pinfall au Survivor Series, mais voilà, il n'y avait pas le Hula Fala en jeu, il n'y avait pas le titre officiel de Tribal Chief. C'est ce qu'il avait demandé, hein, Roman Reigns au début, je sais pas si tu te souviens, il avait demandé ça, un 1 contre 1, et puis c'était Solo qui lui avait dit non, non, on préfère une guerre en cage. Donc, et en fait, bah, avec la blessure de Jimmy Uso, finalement, on le voit d'autant plus là, puisqu'on analyse les deux shows de la semaine en même temps. Jey Uso, Sami Zayn, CM Punk, tous ces gens-là, ils sont à Raw. Donc il va y avoir peut-être des réorganisations, etc. Mais ils n'ont pas du tout pointé le bout de leur nez. Donc Roman Reigns est tout seul. Du coup, ben, les trois qui restent de la Bloodline, finalement, ils n'ont plus beaucoup d'ennemis. C'est presque eux qui ont gagné. Et j'espère que c'est la théorie du on vient montrer un petit peu qu'on est encore les gros bras et on détruit tout le monde. Cela dit, voilà, ça laisse des perspectives. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir une revanche de LA Knight? Est-ce qu'on a envie de voir un triple threat, Andrade, tout ça? Bon, ça peut faire un bon match, mais voilà, je sais pas trop. Euh, L'idée même d'une tag team entre Andrade, LA Knight, peut-être, ça c'est pas très emballant comme tu disais. Euh, ouais, disons qu'ils reviennent par la mid-card, quoi, la Bloodline, donc c'est d'autant plus intriguant. On se demande ce qui va se passer par la suite, mais en même temps, on dirait presque que là, il y a un gros arrêt de la feud, hein, puisque post-Survivor Series, bah, il y en a la moitié qui sont blessés, il y en a les deux tiers qui sont à Raw, et avec Saturday Night qui arrive, on n'a rien de prévu visiblement, donc c'est un petit peu mystérieux. Alors, ce qui était mystérieux aussi ce soir, c'est que figure-toi qu'il y a des gens qui sont fait agresser dans les coulisses. Oh tiens, c'est bizarre. Et c'est vraiment, c'est pas un bon endroit où être, hein. Moi, si j'étais catcheur en ce moment, je pense que je resterais à la table des commentateurs. Et ben, ceux qui se sont fait attaquer, c'est les Street Profits, figure-toi. Alors qu'ils devaient avoir un match tag team contre les nouveaux champions, là, les Motor City Machine Gun. Et Nick Aldis, il dit non, non, mais c'est pas possible, hein, ils vont pas pouvoir défendre leur titre ce soir. Et Johnny Gargano qui passait par là, il dit non, attendez, vous voulez un match? C'est bon, nous on est là, donnez-le nous. Bon, bah, les Motor City Machine Gun, il dit ouais, ouais, si, ouais, ouais, vas-y, on fait ça. Alors, Nick Aldis, il dit ok, mais faites en sorte que je le regrette pas. Parlez-en à Tommaso Ciampa et je vais pas regretter cette histoire. Et c'est vrai que Tommaso Ciampa, il est toujours assez vénère, hein. Il est pas très content, visiblement. Ils vont direct sur le ring. Et ils se font la gueule, hein, au début de ce match-là. Donc il y a un match tag team, hein, champion tag team, hein, les DIY contre les Motor City Machine Guns. Tommaso Ciampa, il fait beaucoup la gueule. Au début, il veut commencer le match tout seul pour montrer à Gargano comment faire. Il refuse le tag parfois, il se tag lui-même de force. Enfin bref, il y a vraiment une très très mauvaise alchimie entre les deux. Ça fout le bordel. Parce que les deux autres, du coup, ils savent pas. C'est un match un peu haché, hein. C'est pas un extraordinaire match, j'ai trouvé, parce qu'on sait pas trop. Il y a beaucoup de pauses comme ça où les challengers finalement s'engueulent. Et à un moment donné, ça va tellement loin qu'ils s'engueulent vraiment, vraiment très loin. Et Tommaso Ciampa dit c'est fini, je me casse, le DIY c'est fini, on arrête. Et il se barre. Et il part un petit peu aux côtés des commentateurs et il va choper une chaise, hein, c'est ça, je crois. Enfin, il y a un petit peu de bordel.
Et donc pendant ce temps, l'arbitre, il le regarde à l'extérieur du ring et il dit ouais, Monsieur Ciampa, il faut remonter sur le ring. Et là, pendant ce temps, Johnny Gargano, il en profite, le filou, il fait un low blow à je sais plus qui, auquel des deux. Enfin, il fait un low blow. Et au moment où il fait le low blow, il retourne sur le coin du ring et Ciampa se remet en place et ils font le tag et ils portent leur finisher, leur meet in the middle sur Chris Sabin et ils réussissent à devenir champions. Donc on a des nouveaux champions par équipe. Ça fait un peu écho à ce qui s'est passé avec le New Day. Là, on a une tag team qui se disputait et qui en fait, eh ben, ils nous ont eu. Et alors Gargano, il rigole à pleine bouche. Il dit, ah, ça a marché, ça a marché. Oui, c'est bon, on a compris, ça a marché. Donc on a des nouveaux champions. On a des nouveaux champions tag team et les Motor City Machine Guns qui ont 15 ans d'expérience sur l'indépendant, etc. Blablabla. Et ben, ils se sont fait avoir comme des bleus. Qu'est-ce que t'en as pensé, les titres, tout ça? Eh ben, c'était assez particulier, effectivement. Euh, le match en lui-même, comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de moments plats, d'engueulades entre les deux, donc c'était pas du beau catch à regarder, clairement. Mais voilà, il y avait quand même ce petit truc de se dire, mais voilà, c'était un peu le choix de Gargano, puisque on se demande bien qui a attaqué les deux autres dans les vestiaires. Mais Gargano qui passait comme par hasard à côté pour récupérer le match, ce que lui avait demandé de faire Ciampa la semaine dernière. Donc les petits pics envoyés juste avant de partir sur le ring, le côté oui c'est bien, tu nous as eu le match, ok par contre voilà, t'oublies pas, j'oublie pas ce que je t'ai demandé la semaine dernière. Et donc on se rappelle que la semaine dernière il lui avait dit à un moment donné il va falloir que tu choisisses c'est eux ou moi. Donc on se doutait que ce serait un peu le match du choix. Et effectivement, alors moi je l'ai pas forcément vu arriver. Mon côté naïf qui a repris un peu le dessus, où je me disais il va se faire étaler par Ciampa là au milieu et puis ça va se terminer. Et en fait non, voilà, comme un fourbe, il est passé et ils ont réussi à récupérer les titres. Écoute, pourquoi pas, ça va remettre un petit peu de oui, ça va remettre un peu de hype aussi sur ce titre-là qui, moi j'ai toujours un peu de mal avec ces titres qui changent pas forcément beaucoup de porteurs, donc pourquoi pas. Et puis les Motor City Machine Guns vont forcément pas laisser passer ça, donc je pense on arrive sur quelques semaines de nouveau de bons matchs. Les Street Profits qui vont forcément vouloir leur match puisqu'ils en avaient un techniquement de prévu, donc je pense qu'on s'avance vers une période qui va être pas mal au niveau tag team. Donc voilà, c'était particulier, mais c'est encourageant pour la suite, je trouve. Ouais, moi j'ai bien aimé, hein, c'était une fourberie à l'ancienne dans le catch, mais ça me plaît bien parce que, un peu comme pour le New Day, voilà, une scission et une feud et on va dire une carrière solo pour les deux, on n'est pas certain, hein. On sait que Gargano, ça a été long avant qu'il monte dans le roster. Bon, Ciampa aussi. Ciampa, il a eu il a une période où il était avec le Miz et tout ça. Ils ont un peu de mal à quand même à passer ce niveau-là. Alors qu'en tag team, il reste intéressant. Là, en fait, moi, j'ai presque peur. En fait, j'ai presque pas trop envie de voir les Street Profits de suite. C'est-à-dire, je pense qu'entre les Motor City Machine Guns et le DIY, il y a vraiment une histoire de catcheurs sur le circuit indépendant. Et puis maintenant qu'il y a vraiment l'une des deux qui est vraiment full heel, je pense que ça peut vraiment faire une vraie bonne feud qui peut durer sur quelques semaines. Et je pense qu'il y a besoin, enfin, je préférerais en tout cas qu'il y ait cette feud vraiment organique entre les deux tag teams. Et les autres, on les reverra plus tard. Je pense qu'ils prendraient trop de place. On sait Montez Ford comment il peut être bon. Enfin, ils sont bons, mais j'ai peur qu'ils prennent trop de place au milieu de tout ça. Et j'ai envie que ces deux tag teams-là aient leur propre place. Mais c'était bien, ouais. Et puis pour les Motor City Machine Guns qui sont devenus champions quasiment en arrivant, ça, voilà, là ils vont revoir un petit peu ce que c'est de redevenir normal et de redevenir des challengers. Donc c'était assez inattendu ce changement de titre, en tout cas pour ma part. Bah déjà, on savait qu'il y allait y avoir un match pour le titre, mais c'était pas l'affiche qu'on avait prévue. Donc beaucoup de rebondissements finalement cette semaine à la WWE, dis donc.
Et oui, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Alors le segment suivant, vraiment encore un autre style. Michael Cole a une interview programmée avec Kevin Owens, mais Kevin Owens, il veut pas sortir de sa voiture. Il est sur le parking et il dit en gros, si vous voulez discuter avec moi, il faut venir me chercher. Donc Michael Cole est obligé de quitter la table des commentateurs en plein milieu du show. Et il va aller voir Kevin Owens qui lui dit vas-y assieds-toi dans ma voiture de location là. et, euh, et on a un interview voilà un petit peu surréaliste comme ça dans une voiture sur un parking, ils sont garés. Et Michael Cole il dit écoute moi je suis ton ami, enfin j'étais avec toi depuis le début, je t'ai soutenu depuis quelques années là, depuis 10 ans. Et Kevin Owens il rigole, il dit bah attends comment ça se fait du coup que tu comprends pas là tout ce qui s'est passé avec Roman Reigns, toutes ces fois où je l'ai affronté, toutes ces fois où la Bloodline m'a détruit, m'a fait passer à tabac, etc. Enfin, tu le sais, tout ça. Cody Rhodes, il m'a trahi, quoi. C'est vraiment ce qu'il a fait. C'est vraiment une trahison. Owens, il y va fort. Cole, il sait pas trop quoi dire. Hein, il tourne un petit peu. Il dit, écoute, tu devrais regarde-toi dans le miroir. Et alors Kevin Owens il dit ouais, je me regarde dans le miroir, là il y en a un, là il y a le rétro, je vois un bel homme qui a raison et tout. Et Cole il dit non, à mon avis c'est toi le problème. Alors là Kevin Owens il dit écoute, tu sors de ma voiture de location, tu dégages. Et puis il ferme la vitre au nez, c'était assez drôle, voilà, il monte la vitre là, zzz, et, euh, et il s'en va, il repart en voiture. Donc voilà, Kevin Owens qui est torturé, hein. Kevin Owens qui est très énervé, Kevin Owens qui va donc avoir un match quand même décisif contre Cody Rhodes bientôt. Est-ce que tu as aimé ce segment là entre les deux, cette interview hors du commun? C'était plutôt sympa. Après, ça ressemblait plus à deux mecs qui s'engueulent qu'à une interview, donc pourquoi pas. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, avec Kevin qui est toujours aussi persuadé du fait que c'est lui qui a raison. Après, voilà. Est-ce qu'il a vraiment tort? Je sais pas, mais je trouve que c'est toujours intéressant. Ça remet un peu, ça laisse le match à venir en ligne de mire. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Puis le côté interview dans la voiture, tout ça, je trouve que ça. Il aurait pu dire la même chose dans un truc classique comme ils avaient préparé dans le vestiaire. Je trouve que ça rajoute un petit côté un peu comique, on va dire, dans ces interactions avec Michael Cole et puis le côté voilà, il baisse la vitre, il l'appelle juste pour lui remonter la vitre au nez. Voilà, le petit côté espiègle, petit côté un peu emmerdant de Kevin, j'aime bien. Ouais, il est dans de la provoque. Moi, je suis un très grand fan toujours de Kevin Owens, donc j'ai trouvé que c'était vraiment un segment de plus dans cette cohérence de ce personnage, qui joue le persécuté, qui dit qu'on lui interdit les arènes, qu'on lui interdit les stades. Enfin, c'est assez parano. C'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser à l'époque de Sami Zayn quand il était dans la Conspiracy lui aussi. Ils ont un peu ces mêmes personnages là, un peu perchés. Mais voilà, on a lâché les chevaux de Kevin Owens et j'ai hâte de voir. Là, pour le coup, il y a un match qui devrait être vraiment sympa. Autant l'affrontement, c'était quand c'était à Bloodline, là, quand Cody Rhodes lui avait donné le title shot sans qu'il le veuille vraiment. C'était un peu Oui. bizarre comme configuration. Mais là, vraiment, on va pouvoir se lâcher pour Kevin Owens. Donc j'espère qu'il nous fera du gros spectacle. Son adversaire qui est prévu le prochain samedi, ce soir, donc c'est Cody Rhodes, il affronte Chad Gable. Un match qui dure 12 minutes 21, un bon petit main event. Chad Gable qui est d'abord aidé par les American Made, qui vont notamment l'aider à sortir un petit peu, à respirer à l'extérieur du ring, mais ils se font virer par l'arbitre. Et ça, on sait que dans le catch, autant il y a plein de choses contre lesquelles on arrive à contourner les règles, autant un arbitre qui t'exclut, t'es obligé d'obéir. Donc on se retrouve à un contre un. Alors Chad Gable qui essaye longtemps de travailler la cheville avec ses angle locks de Cody Rhodes, mais finalement, il va se laisser prendre, il va encaisser le Cody Cutter et puis un Crossroads, un beau Crossroads, hein, vraiment bien marqué le coup. Et ben voilà, Cody Rhodes va remporter ce match. Il a du mal à célébrer puisqu'il a mal à la cheville, il reste au sol et à ce moment-là, Kevin Owens débarque. Kevin Owens n'était pas parti, ou en tout cas il s'est regaré un petit peu plus loin et il vient écraser et frapper la cheville de Cody Rhodes. Plein d'officiels d'arbitres débarquent, mais ils vont continuer quand même à réussir un peu à se taper les uns les autres et puis à se séparer. Voilà, ça finit en bazar. Mais voilà, peut-être qu'il y a un point faible là de Cody Rhodes, la cheville, grâce à Chad Gable. Est-ce que Chad Gable a préparé le terrain pour Kevin Owens? Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event?
Eh ben, c'était un match qui était plutôt sympa. C'était du classique Cody Rhodes. Voilà comment dire, le face dans toute sa splendeur qui se laisse avoir un peu au début comme un bleu qui se fait voilà les petites interventions qui marchent un petit peu au début jusqu'à ce qu'il soit expulsé. Euh, Voilà, enfin la cheville forcément, ça reste du grand Chad Gable, hein, forcément, on reste sur les chevilles, sur comme voilà son habitude, il s'acharne sur une partie du corps en particulier. La victoire qui semblait un peu évidente de Cody, et puis donc effectivement Kevin Owens qu'on n'attendait pas, qui débarque, qui en profite pour écrabouiller un petit peu plus la cheville de Cody. Voilà, on voit que l'animosité est bien présente. Voilà. Après, moi, ce qui me dérange un petit peu, mais ça, je l'avais déjà dit il y a quelques mois en arrière, c'est que une fois de plus, c'est un peu le problème que j'ai avec Cody Rhodes, c'est que j'ai envie de le suivre, j'ai envie de rentrer dans cette histoire, de le soutenir et tout ça, mais il y a toujours le petit côté, j'ai toujours l'impression que quand il y a des gros matchs, il peut pas arriver juste en étant lui, bien, normal. Il faut toujours le côté super Cody, donc là, un coup c'est le genou, un coup il a mal au dos, un coup il a mal je sais pas où. Là, il aura mal à la cheville en arrivant. C'est un petit peu ça qui me dérange, mais voilà, j'ai quand même très envie de voir ce match-là, et ce sera certainement un super match. Mais voilà, moi, c'est juste ce petit truc dans le personnage qui me dérange un petit peu. J'arrive pas à être complètement, à adhérer complètement au personnage de Cody, mais en tout cas, ça va donner quelque chose de super, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ouais, il y a plusieurs choses. C'est vrai que mine de rien, malgré toute l'intensité qu'on donne à cette histoire, on a quand même du mal à imaginer que Kevin Owens arrive à prendre la ceinture à Cody Rhodes, hein. Donc ça reste, malheureusement, c'est un petit peu ce à quoi est abonné Kevin Owens, hein. Je regardais dans la semaine, j'ai été assez choqué. C'est vrai qu'il n'a pas touché un titre individuel depuis l'année où il avait eu les titres US, là, quand il était encore en feud contre Chris Jericho. Donc ça date. Il a un petit palmarès, Kevin Owens. C'est pas forcément négatif, je trouve, hein. Il a fait tellement de choses, tellement de feuds. Enfin voilà, il a eu au moins deux grosses feuds contre Roman Reigns à 2-3 ans d'intervalle. Il a eu des feuds contre Seth Rollins. Il a eu toutes les histoires avec Kevin, avec Sami Zayn. Enfin, il a pas chômé et il a souvent été dans le haut du panier. Mais voilà, il est quand même un tout petit un cran au-dessous où on se dit, ah, on sent pas lui. Voilà, c'est pas Roman Reigns, c'est pas un éventuel Randy Orton ou un Gunther. Il est un petit peu un cran au-dessus, un cran au-dessous. Voilà, sinon bon, le match était plutôt bon, même si c'était pas incroyable, incroyable. C'est pareil, il y avait pas, pour Chad Gable, il y avait pas beaucoup de suspense sur une potentielle victoire contre Cody. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, ouais, ce côté, ah là là, il va être blessé, il va résister. Il y en a peut-être pas besoin. Après, il reste encore un SmackDown, donc il va peut-être équilibrer les choses à SmackDown prochain et casser la gueule ou casser la cheville ou casser les doigts ou je sais pas quoi de Kevin Owens. Mais mais en tout cas, je trouve que ça se lâche bien là chez les méchants et le parallèle avec Raw est assez visible aussi avec ce segment final avec un méchant qui revient à la fin là, qui vient casser la gueule aux gentils. Mais bon, c'était peut-être un petit cran en dessous quand même, mais c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, je sais pas, Letty, est-ce que c'était un cran en dessous? Est-ce que tu nous donnes ton top, ton flop et ta note pour ce SmackDown? Oui, eh ben écoute, mon top, je vais le mettre à DIY. Allez. Voilà, parce que j'ai bien aimé la façon dont ils ont amené leur heel turn, et puis voilà, ça m'a un peu étonnée. Voilà, j'avoue que jusqu'au moment vraiment du turn, j'étais pas encore sûre de ce qui allait se passer, donc j'ai bien aimé la surprise que ça représentait. Le flop, écoute, ce sera pour la promo Knight Nakamura Andrade, mais vraiment juste le côté promo à partir de voilà, juste le moment micro, pas l'attaque de la Bloodline après, ça c'était bien, c'est juste la promo. Et ma note, écoute, je vais mettre un 3,5. C'était un bon SmackDown, mais c'était pas un super SmackDown. Voilà, il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais je trouve qu'il manquait un petit truc pour que ce soit mieux.
Ouais, je vais être un petit peu au-dessus dans la note. Moi, je vais quand même monter à 4. J'ai vraiment trouvé que c'était un bon show. Et j'ai un peu envie de piquer ton top et ton flop. Enfin, pas te les piquer, j'avais prévu les mêmes. Non, ouais, le heel turn des DIY et le changement de ceinture, c'était le top du show. Euh, et le flop, bah, je suis un peu d'accord avec toi. Voilà, bah, surtout l'échange Elena et Andrade, en fait, où on a l'impression qu'ils sont pas du tout préparés quoi que ce soit ensemble, qu'ils savent pas quoi dire. Et Andrade, il débarque, on dirait que quelqu'un l'a poussé, en fait. Il dit, allez, vas-y. Il dit, hey, Nakamura, le business avec toi. Et puis, bon, c'était un peu, voilà. Il y a encore du boulot. C'était vraiment, bon, voilà, c'était le principal moment décevant. Alors voilà, il y a cette histoire, toute cette affaire des échanges potentiels qui vont nous faire quand même un petit peu bruisser ces prochaines semaines, je pense. Et ben voilà, une grosse quand même semaine, hein, Letty, hein. On s'en souviendra de ces moments-là, je pense. Il y en a certains, ils vont nous rester pendant des années, je pense, dans les clips. Oui, oui, je pense que un coup, voilà, comme le New Day, dans 10 ans, je pense qu'on en parle encore, hein. Ouais, c'est ça. On aura vécu cette semaine, je pense, ouais, un moment qui va nous rester pendant des années. Et puis, ben, pas mal de chouettes segments avec ben, un petit peu de tristesse d'avoir quelques mecs qui partent à l'infirmerie pour un petit moment, hein. Bronson Reed, c'est un petit peu un gros frein, là, le pauvre. Jimmy aussi, évidemment. Bon, ton Gallois, il s'en remettra. Il n'était pas parti très très haut encore, mais un retour avec Drew McIntyre. Et puis voilà, toutes ces histoires des rancœurs de longue date qui s'écrivent entre Sami Zayn, Seth Rollins, CM Punk, et puis Chad Gable qui se rappelle à tout ça, Kevin Owens qui en veut. Voilà, on est dans des histoires de rancune et de rancœur, donc ça fait longtemps que ça s'écrit et c'est pas fini et il va y avoir encore plein de choses avant cette fin d'année. Eh ben écoute Letty, merci d'avoir été avec moi pour cette analyse, ça m'a fait plaisir que tu m'accompagnes. Et ben merci à toi pour l'invitation, c'est toujours sympa. Voilà. Et puis, bah, peuple de Ketchup, n'hésitez pas à nous donner vos avis, vous, en commentaire, hein, sur tous ces grands événements qui ont secoué la planète Catch cette semaine, sur le Discord Ketchup. N'hésitez pas à venir nous voir et à interagir. Les commentaires sur YouTube aussi, la chaîne Ketchup. Et puis, bah, toutes les plateformes de podcast, on est partout. Ketchup sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast. N'hésitez pas à venir nous voir. Et ben. Très bonne semaine pleine de catch. On repart dans la foulée avec encore un Raw, encore un SmackDown. Et puis, ben voilà, pour finir la semaine qui va démarrer, un nouveau Saturday Night Main Event. La WWE nous ressort les vieilles assiettes. Mais est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait des meilleures soupes? Eh ben, on verra ça dans quelques jours, on pourra le dire. Merci Letty pour ta participation. Ciao tout le monde et bonne semaine pleine de catch. Ciao à tous. Salut, salut tout le monde. Et si c'était Jade Cargill qui avait attaqué Jey Uso? C'est une idée.